La folie est un sujet largement répandu dans le cinéma, la littérature et l'art au global sous toutes ses formes. En tant qu'œuvre à part entière, il était évident que le jeu vidéo se penche lui aussi sur cette thématique. J'ai décidé d'employer librement le terme de folie, car je me suis pas mal inspirée pour cette vidéo des propos de Anna-Marie Dubois, psychiatre et psychanalyste à la clinique des maladies mentales et de l'encéphale au centre hospitalier de Sainte-Anne, et qui tenait une exposition arborant les œuvres de patients atteints de troubles psychiques. La vidéo est en description, et je vous invite fortement à vous y pencher. Elle dresse un historique saisissant du lien entre folie et art. Elle-même s'inspire de la vision d'André Breton, écrivain du XXe siècle, qui définit la folie comme la dimension poétique des altérations de la psyché. Cela s'expliquant notamment par son association entre le génie créatif dans l'imaginaire collectif depuis le XIXe siècle avec le courant romantique. Cette précision étant annoncée, et pour en revenir au sujet, les œuvres de fiction ont contribué depuis de nombreuses années à propager une image très peu valorisante des troubles mentaux. Oh my god! Oh my god! Pire encore, elles ont eu cet effet pervers de stigmatiser davantage les personnes qui en sont victimes. La faute à une imagination morbide, prolifique, faisant passer la majorité des patients pour des criminels. Mais est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à qui que ce soit quand on voit l'infini des possibilités scénaristiques ? Pourtant parfois, le cinéma sort des carcans habituels pour se rapprocher de la réalité, exposant la vérité nue des troubles mentaux. Le jeu vidéo suit cette tendance afin d'exposer une véritable diversité de représentations. À ceci près que le jeu, de par sa nature de support multimédia, peut permettre de toucher du doigt l'expérience immersive. De fait, pour les besoins de cette chronique, je ne m'attarderai pas sur les jeux d'horreur car ceux-ci feront sans doute l'objet d'une chronique ultérieure. Et par ailleurs, le genre horrifique a ceci de particulier qu'il permet d'explorer les tréfonds de la psyché humaine, et cela non sans obéir à certains codes. Dans ce contexte, la folie, ça devient un support de la peur. Et c'est bien logique, puisque c'est connu, l'inconnu, ça effraie. Or, l'inconnu naissant de l'ignorance, essayons de nous pencher ensemble sur ce sujet afin de démystifier les troubles mentaux à travers quelques jeux apportant une réelle plus-value à cette thématique. Most everyone's mad here. Il y a un jeu qui m'a poussé à parler de ces sujets. Sorti en 2017 et développé par le studio Infinite Fall, Night in the Woods nous raconte l'histoire de Mae, personnage sujet à de nombreux questionnements, qui rentre chez elle à Possum Springs après avoir passé quelques temps à la fac. Derrière une direction artistique bien trop adorable, se cache une double lecture troublante de vérité. Le scénario nous fait considérer la dépression et l'anxiété comme partie intégrante de la vie. Ces troubles ne deviennent plus seulement des maladies, elles font partie de l'individu. C'est l'acceptation progressive qui se fait step by step. Mais avant, un bref rappel historique. Depuis que l'être humain a été en mesure d'apprendre l'écriture, on retrouve de nombreuses traces de la dépression dans diverses œuvres. C'est avec l'avènement de la psychiatrie que la dépression entre enfin au rang des troubles mentaux, venant remplacer ainsi les termes plus désuets tels que la mélancolie ou encore le mal du siècle. Pour autant, il n'en demeure pas moins que son diagnostic reste très compliqué encore aujourd'hui, la médication jouant avec un subtil équilibre sur la chimie du cerveau. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Dans tous les cas, un accompagnement spécifique est requis tout au long de la vie du patient. Dès lors, le parallèle avec l'un des personnages du jeu, le Dr Hank, est tout trouvé. Dr Hank est le médecin généraliste de Possum Springs. Il est à la fois thérapeute, physiologiste et dentiste. C'est lui qui suivra Mae suite à l'accident, justifiant le retour de l'héroïne. Parmi ses divers conseils, en plus de recommander l'écriture d'un journal intime afin, entre grosses guillemets, d'y voir plus clair dans ses émotions, on retrouve les traits communs « souris »,« prends une profonde inspiration »,« réprime ta colère », soit autant d'arguments vus et revus pour les personnes atteintes de dépression et pouvant provoquer une véritable frustration. Dans un autre registre, parmi les différents symptômes de dépression que l'on peut observer ici, en plus de l'autocritique exacerbée, on retrouve le besoin de ce que j'appellerais la surdistraction, soit le fait de maintenir l'esprit le plus occupé possible afin de tenter d'occulter l'avalanche de pensées négatives tournant en boucle, soit autant d'éléments qui viennent en renfort d'un propos sombre mais cohérent. J'entre maintenant dans une partie spoil. Vous retrouverez le timer correspondant à la fin de cette séquence en barre d'informations. À la fin de Night in the Wood, l'héroïne, à travers ses nombreux rêves, se confronte au souvenir de l'accident. Lors de cet événement, où elle fracassait la tête à un certain Andy, à coups de batte de baseball 6 ans auparavant, elle fit l'expérience de la déréalisation. Cette altération amène à une dissociation avec la réalité.
Dès lors, on distingue la déréalisation de la dépersonnalisation, qui est la remise en question même de sa propre existence. Dans le cas de Mae, l'expérience de la déréalisation l'amènera à envisager ses semblables non plus comme des individus, mais comme des ombres n'ayant pas de réalité propre. Cela expliquera sans doute le rouge de ses yeux qu'elle appelle elle-même les Nightmare Eyes. La déréalisation est un symptôme alarmant sur les troubles mentaux, plus graves encore, et ne sont pas donc à prendre à la légère. Certains puristes me reprocheront sans doute la faiblesse de mes recherches, mais la page Wikipédia est extrêmement pertinente à qui veut bien une explication rapide et concise de ce fait. D'après Wikipédia, donc je cite, « L'expérience de la vision du monde déréalisé est souvent décrite comme un monde totalement dénué de sens, qui est vu comme un ensemble d'atomes réagissant entre eux. Le patient passe son temps à essayer de reconstruire une réalité sur le souvenir de ce qu'il ressentait avant. Par exemple, une question que pourrait se poser un patient déréalisé en regardant un beau coucher de soleil serait « Qu'est-ce que je suis censé ressentir à ce moment-là ? Je sais que ce coucher de soleil est censé être ressenti comme beau, mais à quoi je pensais avant, quand je voyais quelque chose de beau ?» Cette fin explique alors les réactions méta de Mae face à divers objets, comme par exemple son espèce de fascination-répulsion envers la statue de la ville ou encore son détachement face à certains événements et remet en question beaucoup d'éléments scénaristiques. Dès lors, il est expliqué que la véritable raison de son retour à Possum Spring est sa confrontation à la solitude chaque jour à l'université. De fait, l'évolution du personnage au sein de sa propre ville amène un réconfort, une chaleur que sert la direction artistique du jeu, y compris dans sa musique. Le style musical du shoegaze a ceci de particulier que c'est un style aux sonorités familières. Pour tous ceux qui ont écouté, on a pour la plupart tous ressenti une impression douce amère de mélancolie mélangée à une certaine chaleur. Je ne suis pas une experte en musique, mais je serais curieuse de voir une analyse de ce genre musical, à savoir s'il y a un arrangement particulier des notes qui seraient considérées comme les bases du shoegaze par exemple. Dans un autre registre, si on analyse la sémantique, littéralement, shoegaze signifie « fixer ses chaussures ». Je vais aller peut-être un peu loin dans l'analyse, mais est-ce que vous n'y voyez pas vous aussi une allégorie de la volonté de s'ancrer dans la réalité ? Ouais, c'est pas faux. Dès lors, comme toute maladie, la dépression obéit à des symptômes spécifiques. Le chemin pour émerger est long et douloureux. C'est en ce sens que Céleste démarre par sa justesse et le gameplay œuvre en ce sens. Jouer à Céleste, c'est la garantie d'une frustration intense et d'un acharnement éreintant. À l'image du parcours du combattant que revêt la maladie. Si le contraste du propos avec le visuel est intrigant, il n'est pas sans rappeler le mythe du clown triste, celui qui veut que la mélancolie se camoufle sous une apparente joie de vivre. À l'inverse d'un Gris, dont les graphismes posent cette notion de progression dans la maladie. Gris est un cas un peu particulier, mais je me voyais difficilement l'exclure du traitement de ce sujet. En effet, si initialement il est question du deuil, il n'en demeure pas moins que l'œuvre de Nomada Studio met en image de nombreuses émotions. Finalement, le monde en noir et gris, reprenant peu à peu des couleurs, n'est-ce pas une allégorie de la pente que l'on remonte ? Et cela avec douceur comme avec violence. Si ce n'est pas un jeu sur la dépression exclusivement, il n'en demeure pas moins empreint d'une certaine positivité qui pourrait aider, je l'espère, les personnes en dépression à colorer le tableau de leur vie avec leurs propres couleurs. Le trouble anxieux, quant à lui, peut revêtir plusieurs formes, et c'est en fonction de sa durée et de son intervention soudaine, soit sans raison, que l'on considérera alors ce trouble comme une maladie à part entière, pouvant même être une cause d'invalidité au travail. Parmi les diverses formes que peut prendre ce trouble, on retrouvera l'agoraphobie ou encore le trouble anxieux généralisé qui se caractérise par une réaction excessive aux événements de la vie, des palpitations cardiaques, des troubles du sommeil et bien d'autres symptômes. Cependant, ces indices sont malheureusement bien communs aujourd'hui dans notre société moderne. Dès lors, il ne s'agirait pas de tomber dans un effet Barnum. Si vous vous sentez concerné, la barre d'infos regorge d'informations et de liens m'ayant aidé dans ces recherches. Et bien évidemment, rien ne prévaudra le diagnostic d'un spécialiste sur ce sujet. Mais parlons de la projection totale dans la psychose, soit du cas Hellblade. Hellblade fait office de référence quand on parle d'inclusion des troubles mentaux dans le jeu vidéo. Sorti en août 2017 et développé par Ninja Theory, l'histoire narre le parcours initiatique de Senua, guerrière picte qui se rend dans les contrées de Helheim, soit le pendant inverse du Valhalla. Il n'est pas question de l'enfer à proprement parler, cette conception intervenant bien plus tardivement dans la culture chrétienne. Non, il est ici question d'un monde accueillant les morts, un des 9 mondes de la mythologie nordique aux contrées froides et brumeuses. Selon la légende, une fois franchi la rivière du Gjoll, personne ne peut en revenir, pas même les dieux. C'est donc une terre sacrée que notre héroïne va fouler du pied et parcourir par la force de son amour et de sa détermination. À l'instar de Night in the Wood, la quête initiatique, ou la découverte de soi, est au cœur du scénario. Cependant, dans le cas de Senua,
Elle ne part pas pour se connaître, mais bien pour délivrer l'âme de Dillion, son bien-aimé. C'est guidée par les voies parasitaires qu'elle s'engage sur le chemin sinueux des enfers, se battant contre des esprits ou des monstres, mais surtout, c'est contre elle-même que la lutte est acharnée. On retrouve ici typiquement une illustration du coup de la dépersonnalisation. En effet, la voix de Senua passera à la troisième personne du singulier au cours de l'une de ces crises. Ou encore, lorsque lors de la découverte de l'une des mécaniques fondamentales du gameplay, elle fera face à elle-même. Afin de favoriser l'immersion dans le jeu et offrir une vision du monde telle que perçue par les personnes atteintes de psychose, les développeurs ont eu à cœur de consulter des patients en rémission de leur maladie, ainsi que des experts, témoignant ainsi du soin apporté à chaque détail. Cela est divulgué dès les premières minutes du jeu avec un message de mise en garde. Ainsi, que ce soit les voix nous guidant tout au long de l'aventure comme les hallucinations visuelles, Hellblade se révèle une expérience intense et sensuelle hors du commun, qui a le mérite de faire passer le personnage au premier plan avant sa maladie. En ce sens, il avait toute sa place dans cette vidéo. Les différentes épreuves qui mèneront Senua à Hell sont autant de luttes contre elle-même, créant un personnage qui force l'empathie. Et les souvenirs dispersés dans le jeu aident en ce sens. Ainsi, l'héroïne a subi la mise à l'écart, le supposé viol, l'exclusion par sa propre communauté et le rejet des siens de par sa différence, mettant en lumière la désociabilisation des personnes atteintes de psychose. Pour autant, les développeurs, loin de se contenter de créer de l'empathie, décident de ne pas tomber dans le misérabilisme. Ainsi, Senua se battra. Elle se battra pour accepter la réalité, ou plus particulièrement sa réalité. Pour être franche, la fin du jeu peut vite devenir un déchirement en fonction de votre implication. De mon expérience, cela a été très dur de passer à autre chose. Les jeux n'ayant alors plus la même saveur et le côté amusant perdant de l'intérêt. Cela a fait de Hellblade l'un de mes plus gros coups de cœur vidéoludiques de ces dernières années. Plus qu'un jeu, j'ai vu une œuvre d'art sensorielle poussant à dépasser mes propres préjugés sur la psychose. J'y ai aussi vu passer un message de force, une force salvatrice de la part de Senua, de celle qui pousse à avancer et s'acharner. La noblesse du propos ne peut que nous émouvoir tant ce dernier a le mérite de mettre en avant toute la complexité de Senua. Ainsi, ne devient-on pas esclave de sa maladie mais acteur. L'espoir émanant des jeux présentés nous invite, entité malade ou non, à prendre du recul sur les événements de la vie, rendant l'insurmontable surmontable et l'impossible possible. Évidemment, le chemin est sinueux et parsemé d'embûches. Et puis, finalement, puisqu'il est ici question de perception de la réalité, ne peut-on pas voir la folie comme la porte entr'ouverte vers un monde obéissant à des considérations qui nous dépassent ? Jamais la psychologie ne pourra dire sur la folie la vérité, puisque c'est la folie qui détient la vérité de la psychologie. Michel Foucault. À bientôt.